Bonjour, aujourd'hui je vous propose la résolution d'un problème de planification financière qui est tiré de l'examen du brevet 2015, le problème 3, et ce sera l'exercice 1. Donc j'ai trouvé l'exercice intéressant, car on va partir d'un bilan d'ouverture, et on va nous demander de réconcilier le compte de perte et profit, d'établir le plan de trésorerie, et d'établir le bilan de fin de période. Et surtout, ce sera de bien comprendre un peu l'interaction entre ces trois éléments. Donc on va commencer par le compte de perte et profit. On doit résoudre tous ces éléments en bleu. Donc le premier c'est l'amortissement. On va lire l'énoncé et on trouve des informations sur l'amortissement. Donc en janvier 2014, on a eu l'achat d'un véhicule pour 120. La durée d'exploitation elle est de 4 ans, donc c'est 48 mois. Et la valeur résiduelle elle est de 24. Donc premièrement, je vous propose déjà de déterminer quel est l'amortissement par mois. Donc on a les éléments suivants, donc on a une valeur d'achat de 120, en fin de période elle aura encore une valeur de 24, donc on pourra peut-être la revendre pour 24, et ensuite sur 48 mois. Ce qui nous donne 120 moins 24 divisé par 48 pour un amortissement de 2 mensuels. Donc une fois qu'on a pu résoudre ça, pour moi la grande question c'est de savoir mais à partir de quand on va amortir. Donc on a 3 dates qui nous sont données. Donc déjà en janvier 2014, on a fait l'acquisition. On a fait la mise en service en février et le paiement en mars. Donc déjà on peut éliminer le paiement en mars, ça c'est vraiment le flux de trésorerie, donc ça n'a rien à voir. Ensuite c'est soit en janvier ou soit en février. Donc là c'est moins évident. L'élément probant c'est vraiment la mise en service. Donc c'est à partir de ce moment-là que le véhicule sera prêt. On pourra rouler avec, on pourra aller sur la route, on pourra peut-être livrer des marchandises. Le véhicule va commencer à s'abîmer, il va peut-être avoir des rayures, il va être peut-être des pneus crevés. Donc pour moi c'est vraiment à partir de février que le véhicule va perdre de la valeur. Donc on va l'amortir de 2 à partir de février. Mais ensuite on doit aussi prendre en compte l'amortissement des actifs qui existaient. Donc on avait déjà pour 800, un amortissement cumulé de 300, et on nous informe que toutes les immobilisations corporelles sont amorties linéairement. Donc on va continuer sur la même méthode. Donc on va reprendre l'amortissement de 20 et on va toujours assumer que voilà, les actifs qui étaient acquis auparavant, on continue à les amortir. Ils n'ont pas été entièrement amortis. Donc égal à 20 et plus nous 2, donc 22. Ensuite on continue sur les intérêts. Donc les intérêts, on trouve l'information ici. L'emprunt porté au bilan a été contracté en 2011 au taux de 6% à terme échu à fin février. Il n'est pas prévu de remboursement. Donc là, il faut bien comprendre ce terme-là, 6% à terme échu à fin février. Donc on a la valeur nominale de 200, un taux d'intérêt de 6%, et les intérêts sont payables une fois par année à fin février. Tout ce qu'on a à faire ici, c'est calculer les intérêts courus. Un petit calcul tout simple, donc 200, nos intérêts annuels c'est 6% de 200, et donc nos intérêts par mois, c'est 12 divisé par 12 qui est égal à 1. Donc on a moins 1 par mois. Donc ce qui nous donnera un compte de perte et profit, enfin un bénéfice de 5 sur la période de janvier à mars. Donc là, ça va commencer à se corser sur le plan de trésorerie, où je pense qu'avant, il y avait des points plus faciles à obtenir. Là, c'est quand même beaucoup plus compliqué, surtout sur le paiement des clients et les paiements fournisseurs. Pour les résoudre, je vous propose d'établir une matrice. C'est le meilleur moyen pour résoudre ce problème. Donc on va commencer par les clients. Donc on nous dit que les ventes à marchandises sont faites à crédit. 80% des clients payent à 30 jours, le solde à 60 jours, et le chiffre d'affaires en novembre 2013 s'est élevé à 300. Donc on se dit déjà, ils nous ont donné le chiffre d'affaires de novembre 2013. Est-ce que c'est utile ou pas? On va voir. Donc on commence, on va déjà mettre notre chiffre d'affaires de 300 sur novembre. Donc j'ai mis le chiffre d'affaires par mois. Novembre, on a 300. Donc pour rappel, on encaisse 80% en décembre, donc un mois après, et le solde de 20% en janvier, donc 2 mois après. Donc on voit qu'on a 60 d'encaissement au mois de janvier qui nous intéresse pour notre tableau de flux de trésorerie. Donc c'est une information utile. Donc on en déduit qu'on a besoin de décembre, mais décembre on n'a nulle part cette information. Donc on va voir après comment on va faire pour deviner. Donc celui-là on l'a déterminé. Après janvier, février, mars, on les a directement dans le compte de perte et profit. Donc on avait 200 en janvier, 250 en février et 400 en mars. Ça, sont faciles à trouver. Donc on revient sur notre mois de décembre. Donc décembre, on a une information qui pourra nous aider dans notre bilan au 31 décembre. On avait 660 de clients à recevoir.
Donc dans ce montant-là, on sait qu'on avait nos clients de novembre, nos chiffres d'affaires de novembre, la quote-part des 20% qui n'a pas été payée. Et il nous reste ensuite plus que notre quote-part du chiffre d'affaires de décembre. Donc pour le déterminer, on fait 660. Moins ce qu'on a encaissé de novembre, de 60, qui nous fait 600. Et ensuite c'est très simple, on n'a plus qu'à remplir le tableau. Donc décembre, on a encaissé 80% en janvier et 20% en février. Ainsi de suite. Ce qui nous donne ensuite un total d'encaissement en janvier de 540, un total d'encaissement en février de 280, un total d'encaissement en mars de 240. Donc on les remet sur notre fichier, 540, 280, 240. Je vais vérifier. C'est bien ça. On continue sur les fournisseurs avec la même méthode. Donc fournisseurs, c'est même, il y a encore un peu une petite spécificité, c'est encore un cran plus difficile. Donc les marchandises sont achetées à crédit un mois avant leur vente. Pour moitié, le paiement est effectué à 30 jours après l'achat et pour moitié 60 jours après l'achat. Donc un exemple, j'achète mes marchandises en décembre, je vais les vendre en janvier, donc je vais vider mon stock de décembre pour le mettre dans mes charges de janvier, payer la moitié en janvier et payer l'autre moitié en février. Donc, une fois qu'on a bien délimité, c'est facile, mais il faut avoir les bons montants. Donc là, j'ai bien mis les achats, c'est pas les charges marchandises, c'est vraiment le moment où on achète notre stock. Donc novembre, ça ce sera un peu le piège, il n'est pas facile on peut pas le déterminer encore. Donc décembre, on l'a. Décembre, c'était notre stock de décembre de 120. Ensuite, on peut déterminer janvier, février, mars. Mon stock de janvier, c'est mes charges de février. Mon stock de février, c'est mes charges de mars, de 240. Et mon stock de mars, on l'obtient ici dans mon bilan au 31 mars. Ces trois montants, on a pu les déterminer. Et maintenant, il ne manque plus que notre stock de novembre à déterminer. Donc ce montant-là, il n'était pas évident à déterminer. Il fallait juste avoir eu cette curiosité pour voir que nos charges marchandises correspondaient à chaque fois à 60% de nos ventes. Si je fais 120 divisé par 200, j'arrive à 60%. Donc là, pour ce faire, il fallait savoir que notre stock de novembre, ça correspond à mes charges marchandises de décembre. Et donc en décembre, mes charges marchandises seront égales à 600 fois 60%, qui est égal à 360. Voilà, pas évident à trouver ce montant-là. Mais une fois qu'on a tous nos achats de marchandises, c'est beaucoup plus simple. On sait que novembre, on a la moitié qui a été payée en décembre, et l'autre moitié en janvier. Décembre, on a une moitié qui est payée en janvier, et l'autre moitié en février, etc. Après, je fais mes totaux. De paiement en janvier, on en a pour 240, 135 et 195. 240, 135, 195. Parfait. Donc là, c'était vraiment les deux points clés. Il fallait quand même passer un petit bout de temps là-dessus. Le reste, c'est plus simple. Donc, paiement au personnel. On va lire l'information qu'on a sur ce point-là. Donc, en décembre, il est versé un 13e salaire. En 2014, il n'y aura probablement pas de mutation de personnel, soit pas de modification dans les salaires. Donc là, on comprend qu'ils ne veulent pas nous tester, il n'y a pas d'augmentation de salaire, donc on n'est pas testé sur ce point-là, mais ils veulent nous tester sur le 13e salaire. Donc on va sur nos comptes de perte et profit, on voit que nos charges sont de 26 par mois. Mais n'oubliez pas que là-dedans, on a notre salaire mensuel plus un 12e du 13e salaire qui est pris en compte. Parce qu'on a vraiment cette délimitation temporelle, donc on ramène notre 13e sur nos 12 mois. Mais sur la question des flux de trésorerie, mon 13e salaire, il sera vraiment payé au mois de décembre. C'est simple, je vais faire mes 26 divisé par 13 fois 12 pour avoir mon salaire mensuel. Après, si vous êtes curieux, je vous ai fait quand même la réconciliation annuelle. Donc ici, on a nos 26 qui étaient mensuels dans le compte de perte et profit pour des charges annuelles de 312. Et on peut bien voir que mon flux de trésorerie de 24 mensuel, il est correct. On a bien 24 et en décembre, on aura 2 fois 24 pour 48. Donc dans les deux, on a 312. On continue sur les paiements des intérêts. Donc là, on avait pu voir que c'était à terme échu annuel au mois de février. Donc on n'a aucun flux de trésorerie en janvier et en mars. Et on va payer l'intégralité de nos intérêts une seule et unique fois au mois de février. Donc 200 fois 6%, ça nous fait 12. On continue sur les investissements. Donc l'investissement, souvenez-vous, on n'a eu aucune vente, on a eu une seule acquisition d'un véhicule et le paiement est effectué en mars. Donc là,
casse pas la tête, on met 120 direct et on n'a pas d'effet d'amortissement à mettre. Ça, on est vraiment sur la méthode directe. Donc pas la peine de corriger les amortissements dans notre flux de trésorerie. Ensuite, on a le point suivant, le versement de dividendes. En février 2014, l'AG approuvera probablement le versement d'un dividende de 40. Le versement aux actionnaires aura lieu en février, le paiement de l'impôt anticipé en mars. Donc là, ils veulent nous tester si on a bien compris qu'on avait un dividende brut, un dividende net et l'impôt anticipé. Donc le dividende net, souvenez-vous bien, c'est 65% du dividende brut. Lieu en février, donc 40 fois 65%. Et notre impôt anticipé, c'est le 35% du dividende brut, qui a lieu en mars. Donc 40 fois 35%. Et ensuite, là, je les ai vite effacés, mais il y avait 2 éléments vides dans la feuille de solution. Donc quand on a 2 éléments vides, c'est soit c'est un piège, ou soit c'est qu'il y a peut-être quelque chose à remplir. Donc on va voir dans l'énoncé, on va voir qu'on a encore un point qu'on n'a pas traité. C'est notre augmentation de capital de 50 nominal avec un adio de 30. Donc l'augmentation, le capital action, souvenez-vous toujours, c'est toujours le nombre d'actions à la valeur nominale. On ne met jamais l'adio dans ce point-là. Pourquoi? C'est vraiment après pour pouvoir réconcilier les comptes, ou après quand on a des questions de fusion, peut-être de scission, ou bien de liquidation d'entreprise. C'est vraiment important de séparer ces montants. Donc ici, je mets augmentation capital action. Ça a lieu en mars, donc plus 50. Et le deuxième point, c'est notre adio. Donc l'adio, lui, va se mettre dans nos réserves de provision de primes, ou bien c'est aussi les réserves de capital. Ce sont des réserves qui pourront être libérées en faveur des actionnaires et qui ne seront pas imposables, vu qu'ils les ont mis en franchise d'impôt, donc quand ils les ressortent, c'est aussi en franchise d'impôt. On va mettre plus 30, et on voit donc une augmentation du flux de trésorerie sur nos 3 mois de 136. Et la dernière partie de l'exercice, c'est donc notre bilan à la fin de la période au 31 mars. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va devoir prendre notre bilan de début de période, prendre les variations de notre compte de perte et profit, nos variations des flux de trésorerie, et on arrivera à réconcilier nos soldes. Donc le premier élément, c'est nos liquidités. Là, on peut les avoir facilement. Donc toujours prendre notre montant en début de période, qui était de 10, et on peut prendre le montant de notre tableau de flux de trésorerie, on a une augmentation de 136. Donc là, voilà, c'est possible qu'on a pu faire une erreur de calcul quelque part, une erreur d'addition, ou bien un montant qui n'est pas le même par rapport à la solution. D'après moi, c'est une erreur de redondance, et on devrait vous prendre juste si, admettons là, vous avez 140, si vous mettez 10 plus 140, il n'y a pas de raison qu'on vous compte faux, parce que vous avez quand même compris le principe pour cette partie de l'exercice. Ensuite, on continue. Les débiteurs. Vous avez 2 manières d'arriver à la solution. Donc, je vous montre la première. Donc, on va toujours commencer avec notre solde de début, qui était de 660. Ici, au 31/12. Donc, sur ces 660, on a vendu des marchandises. Donc, si vous voulez, l'écriture comptable, on a mis débiteur avant de marchandises. On n'a peut-être pas encore encaissé. Donc, plus 200 en janvier, plus 250 en février et 400 en mars. Et ensuite, sur ces montants, une partie de nos clients nous ont remboursé. Donc on a eu 540 en janvier, 280 en février et 240 en mars. Ce qui nous donne notre solde à la fin de la période. Après, la deuxième méthode, c'était de partir sur cette matrice qui est encore utile, donc en se disant que à la fin mars, on avait vendu des marchandises pour 400, et ces marchandises, elles vont nous être payées le mois d'après et une partie dans 2 mois. Donc ça, on avait ce montant qui était ouvert dans notre comptabilité. Plus, on a la quote-part du mois de février qui n'a pas été payée. Les 20% de 250 qui n'ont pas été réglés à la fin mars. 50 plus 400, on arrive bien à 450. Ensuite, le stock. Là, il y a un élément quand même important, ils nous l'ont donné, mais on peut noter que le stock, il a augmenté. On avait 120 en début de période et maintenant on a 320. Donc on a une augmentation de 200 qui nous sera utile après pour les créanciers. Donc gardez ça en tête. Immobilisation corporelle, celui-là, elle est facile. On avait 800, on n'a eu aucune vente, uniquement des acquisitions. Donc on a 800 plus notre acquisition de véhicules de 120 qui nous donne 920. Les amortissements cumulés. Donc en début de période, on avait 300. Et les amortissements dans le compte de perte et profit. Donc on a eu cumulé 64. Celui-là, il faut vraiment que vous l'obteniez ce point-là. Il n'est pas très difficile. Et là, alors les créanciers, celui-là, il n'est pas facile. Donc on a encore 2 manières pour résoudre ce problème. Donc la première, c'est toujours, on prend notre solde de début de période, 300.
On va regarder le total d'acquisition. Peut-être pas les acquisitions. On va regarder d'abord les charges marchandises. Donc on a eu 122 charges. On a eu 150 en mars. Plus 240 ans. Non, 150 en février et 240 en mars. Nos remboursements, paiement fournisseur, on a eu 240 en janvier, 135 en février et 195 en mars. Et là-dedans, on va revenir sur tel élément de stock, car on a acheté pour 200 de stock marchandises en plus. Et ce montant, il n'est pas payé encore. Vu que, souvenez-vous, on achète le stock, on l'a acheté en mars, il va être en charge en avril et on va payer 50% en avril. Donc on doit rajouter encore 200 d'augmentation de stock. Après, la deuxième méthode, c'est de repartir sur la matrice. Donc on peut voir que notre stock, à fin mars, il était de 320. Donc ça, cet élément, il nous a été donné. Et que ces 320, ils n'ont pas été payés. On sait que on avait des achats en février de 240. On a payé 50% en mars. Et il nous restait encore 50% à payer en avril. Donc on a ces 120 plus ces 320. Il nous faut bien 440. On arrive au même résultat. Ensuite, on continue avec le compte de régularisation passif. Celui-là, pensez bien qu'il y a deux éléments dans ce poste-là. Les éléments qu'on n'a pas traités encore, c'est charge marchandise, on l'a traité, vente, on l'a traité, amortissement, on l'a traité. Il nous reste donc nos charges de personnel et nos intérêts. Donc en début de période, on avait 10. Les charges de personnel, on a eu pour 78. Nos charges d'intérêt, on en a eu pour 3. Et ensuite, on a remboursé 72 au personnel et on a remboursé pour 12 d'intérêt. Ce qui nous donne un solde de fin de période de 7. L'emprunt, il n'a pas changé, on en reste à 200. Le capital action, on était à 400 en début de période. On a eu cette augmentation de 50. Donc on arrive à 450. Donc là, il fallait vraiment pas mélanger, ne pas mettre la DIO là-dedans. La DIO, pour rappel, il est vraiment dans les réserves de provision de prime, ou bien les réserves de capital. Donc on avait 30 en début de période, plus 30, on arrive à 60. On continue avec les réserves de provision de bénéfices. Celui-là, il est intéressant, donc on avait 350 en début de période. Mais souvenez-vous, on a versé ce fameux dividende. On a le dividende net et l'impôt anticipé. Donc ces montants-là, toujours, ça part de nos réserves de bénéfices. Car après, ce sera imposable sur l'actionnaire. Donc moins 26, moins 14. Et notre bénéfice de la période, donc on avait pu le calculer plus haut, qui est de 5. Donc je pense aussi que ce montant-là, si vous êtes trompé dans votre calcul en haut, mais vous avez peut-être 10 ici, mais que vous l'avez repris en bas, vous ne devriez pas avoir d'erreur de redondance, parce que vous avez compris le principe que c'est vraiment votre total de pertes et profits cumulés sur les 3 mois. En finalité, on voit qu'on a bien un bilan équilibré, 1472, 1472, donc ça nous met plus ou moins en confiance. Là, je pense que un bilan équilibré, il y a de fortes chances que vous soyez juste.